Bonjour à tous chers amis, Chodesh Tov, nous sommes Rosh Chodesh, que des fois on entend des bonnes nouvelles pour dédier à la sécurité de nos frères et sœurs en Israël et la réussite de nos soldats pour la victoire. On a vu la semaine dernière, on a vu la dernière fois dans le numéro 1 du cours sur les lois de Mezuzah, l'importance de la Mezuzah, comment l'écrire, quoi écrire au départ. Aujourd'hui on va voir la suite, quel est le devoir et quand est-ce qu'on doit vérifier la Mezuzah. Dans la halakha, il y a un moussag, il y a ce qu'on appelle un terme halakhique qui est chazaka de meikara. Qui veut dire, la chazaka, on se base sur la continuité. Tout le temps que tu n'as pas prouvé que le statut actuel des choses a changé, on accepte de se dire qu'aucun changement a eu lieu et donc elle est comme elle était au départ. Bien sûr, dans le cas où depuis le départ tu étais sûr que la mezuzah était bien sûr cachère. C'est pour ça l'importance de faire attention d'où on les prend, s'assurer qu'au départ ils sont cachés. Par exemple, la Mishnah, elle te dit, une fameuse Mishnah dans la Gemara Gittin. De manière perot, celui qui met des fruits et qui veut les prélever la trouma et le maaser, il pourra très bien les garder dans un endroit pour être comme dans un dépôt ou quoi que ce soit, pour prélever la trouma et le maaser de ces fruits-là. Et il peut se dire que, basé sur ce qu'il va prélever ici, il pourra manger les autres fruits, sans craindre que les autres fruits que tu veux faire trouma et maaser, ils ont été abîmés ou ils ont été perdus. Donc, a priori, dans la mezuzah, on aurait pu dire la même chose. Puisque quand j'ai placé la mezuzah, je savais depuis le départ qu'elle était cachère. Est-ce que je peux toujours dire elle est tout le temps cachère? Et donc, si c'est comme ça, quelle est la nécessité de la vérifier de temps en temps? Dans les Shut Mishkanot Yaakov, Yerodea Siman 17, c'est dit que vérifier, c'est parce qu'on va d'après une règle halakhique connue qui est le rov, la majorité. En règle générale, si les statistiques montrent que la majorité est cachère ou permis, on va s'appuyer sur la majorité. Mais si tu as une tendance d'une minorité qui pourrait être pasoul ou taref, on ne peut pas s'appuyer sur la majorité et il faudra vérifier le statut actuel en fonction de chaque chose. Par exemple, quand on prend les viandes, pour tout celui qui mange de la viande et tout celui qui fait la shrita ou quoi que ce soit. Tout est dit comme ça, puisque la majorité des animaux sont en bonne santé, et ne sont pas taref, et pas besoin de vérifier chaque animal, est-ce qu'à l'intérieur d'elle, il y a eu un souci qui l'aurait rendu pas cachère, pas bien sûr d'un animal cachère. Mais néanmoins, on vérifie les poumons. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, avoir des problèmes de cacheroute dans les poumons, c'est quelque chose de courant. Et là, je ne peux pas m'appuyer sur la majorité. Et donc, je dois vérifier chaque cas de manière particulière. Ça, c'est la raison pourquoi la halakha, elle te dit qu'il faut vérifier la mezuzah, et tu ne peux pas t'appuyer sur la continuité en disant que puisqu'au départ, elle était cachère, pour ça, elle reste cachère. Pourquoi? Parce qu'une mezuzah peut très bien s'abîmer avec l'humidité, avec les températures, c'est quelque chose de courant, et c'est pour ça qu'il faut les vérifier. On ne peut pas s'appuyer sur la chazaka. Après, bien sûr, il y a le Haledesh, il y a beaucoup de livres qui viennent t'expliquer pourquoi on te dit qu'il faut vérifier minimum une fois tous les 3 ans et demi, minimum. Ok, continuons, puisqu'on est justement en plein de parler de la sécurité de nos frères et sœurs, la sécurité des portes juifs. On sait très bien que la mezuzah, c'est Shomer d'Altot Israël, le gardien des portes juives. Pour ça, il faut s'habituer à avoir des mezuzot de qualité cachère et les vérifier de temps en temps pour s'assurer qu'ils soient cachers. D'après la halakha, on les vérifie minimum une fois tous les 3 ans et demi, comme ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch Siman 291, de peur que les lettres ont été abîmées. Et celui qui veut se comporter d'après la chassidoute, il a l'habitude de le faire tous les ans au mois de Elul. Quand on vérifie la mezuzah, il n'y a pas d'obligation de placer une autre mezuzah à la place jusqu'à ce qu'on te rende cette mezuzah de la vérification. Mais il faut s'assurer que ce soit le minimum de temps possible. Et donc, certains vont te dire que si tu vas le recevoir dans une période courte, alors tu n'as pas besoin de remettre. Néanmoins, certains ont la coutume, comme on fait au Betrabat, à chaque fois de prêter une mezuzah de rechange pour ne pas laisser la porte sans aucune mezuzah et au moins d'avoir une mezuzah de rechange pendant qu'on les fait vérifier. Avant de continuer, une très belle histoire. Zalman Kalmanson, une fois, il a vu que sa femme n'arrête pas de ronfler dans le sommeil. Et elle se réveille le matin très perturbée parce qu'elle ne dort pas. Je ne sais pas si elle avait des apnées du sommeil ou autre chose. Mais en tout cas, elle était très fatiguée. Un jour, elle a dit à son mari qu'elle a des mauvais rêves. Chaque nuit, elle se réveille avec une sueur froide. Et pendant plusieurs heures, elle n'arrive pas à dormir. Les rêves l'ont énormément dérangée. Elle a demandé à son petit-fils, qui s'appelait Mordechai Chen, un élève de la yeshiva de Lod, d'écrire au rabbi pour lui raconter le problème et demander la bracha du rabbi. Après un court temps, le rabbi lui a répondu Livdok et ta mezuzot bediratam, vérifier les mezuzot dans leur appartement, dans la maison. Velikros et pour être tzadikim, lifna ashina, à lire des histoires de tzadikim avant d'aller dormir. Ok. Ils ont donné les mezuzot à vérifier.
Le Sefer, il a dit qu'ils sont tous cachers. Mais néanmoins, les mauvais rêves de la nuit ont continué à arriver. La grand-mère, elle a demandé encore une fois à son petit-fils d'écrire encore une lettre au Rabbi. Le petit-fils, il a continué à écrire, il a rempli la demande de sa grand-mère. Après avoir envoyé la lettre, il est parti apprendre aux États-Unis. Un des jours, Reb Zalman Kalmenson, il est parti à la yeshiva à Lod. Et là-bas, on lui a dit qu'il y a quelques mois est arrivée une lettre de le secrétariat du Rabbi pour ton petit-fils. Mais comme il était parti, il n'avait pas reçu. Reb Zalman, il ouvre la lettre, et là-bas, le Rabbi, il écrit « Livdor pa'am nosefet et amezuzot bediratam » Vérifiez encore une fois les mezuzot dans votre maison. Qui vadaï davama eno keshura. Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui n'est pas apte. Il dit « C'est pas possible. » Qu'est-ce qui peut être pas caché? On a vérifié ça par un sofer et tout a l'air vraiment magnifique et beau, etc. Après, c'est rappelé qu'une nouvelle mezuzah qu'ils ont placée il n'y a pas longtemps, nouvelle, cachère, ils l'ont pas vérifiée parce qu'ils se sont dit on vient d'acheter chez des gens compétents. Et donc c'est sûr qu'elle est cachère. Là, elle a décidé de donner la mezuzah à vérifier. À son grand étonnement, il s'est dévoilé que Dafka, particulièrement cette nouvelle mezuzah qui était tellement sûre dans sa cachoute meuderet, elle était pas saoule. Ils ont changé la mezuzah et les mauvais rêves se sont arrêtés. Comme beaucoup d'autres histoires. Et oui, pour ça que la Bible demandait à chaque fois, des fois même, de vérifier les tefilines qu'on a reçues au tout départ ou des mezuzahs cachés. Les mezuzahs que tu as envoyés. Mais non, c'est fait systématiquement. En général, si tu as ce qu'on appelle les scanners, etc., c'est la raison pourquoi on a les scanners. Quand tu as les scanners, ça veut dire que tu as fait vérifier. Malheureusement, quand tu n'as pas de scanner, etc., non. Les mezuzahs que tu as envoyés à vérifier qui n'est pas revenu le même jour, il faut faire la bracha quand tu la replaces, parce qu'après, ce qu'on appelle un hefsek, une interruption, c'est pas la suite de la mitzvah précédente. Si maintenant tu replaces la mezuzah le même jour, d'après les Ashkenaz, on ne fait pas la bracha, d'après les Sfaradim, écoute Yosef, on fait la bracha. D'après tous les avis, si la mezuzah n'était pas saoule et tu mets une nouvelle mezuzah, c'est une nouvelle mitzvah, il faut faire la bracha, même si tu le fais le même jour. Quand on fait la peinture, même si c'est la même qu'on corrige. même si c'est la même, 100%. Comme j'ai dit, si c'est pas le même jour, tu dois le faire. C'était pas quoi? La première fois qu'on a fait la bracha sur cette mezuzah. Non, ça ne continue pas. Non. Si maintenant, si tu nettoies, tu fais la peinture de la mezuzah, il faut faire attention que la mezuzah ne soit pas endommagée. Si tu ne peux pas faire attention et tu as une crainte à la cacheroute de la mezuzah, il faut la donner à vérifier. Le devoir de mettre la mezuzah, c'est sur tous ceux qui habitent dans la maison, c'est écrit Uchtaftam al mezuzot beitecha, tous ceux qui habitent dans ta maison. Il n'y a pas d'interdiction de rentrer ou d'être invité dans un endroit où il n'y a pas de mezuzah à la porte, parce que ce n'est pas ta maison. Quand est-ce qu'il faut placer la mezuzah? Une question qui revient couramment. On a le devoir de placer, on doit placer la mezuzah dès qu'on rentre dans la maison. Tu vois ici, si tu veux suivre, c'est Yudzain. Dès qu'on rentre dans la maison, et chaque moment que la mezuzah n'est pas prête, n'est pas présente, on ne fait pas la mitzvah de la mezuzah. Celui qui rentre dans une nouvelle maison, il doit mettre la mezuzah de suite, et pas attendre jusqu'à faire Chanukah Tabayit. Dans ça même, on sait très bien qu'il y a une différence entre Israël et en dehors d'Israël, comme on va tout de suite voir, par rapport à la bracha. Si quelqu'un il a une mezuzah qui est tombée, ou bien elle n'était pas seule, il faut d'abord s'assurer d'avoir une mezuzah cachère le plus rapidement possible. Si elle est tombée pendant le Shabbat, pas la remettre pendant le Shabbat, il faut attendre après Motzai Shabbat pour pouvoir remettre la mezuzah. Yutet. Celui qui a loué une maison pour une habitation fixe, par exemple pour un long terme, il faut la vérifier quand elle est tombée? Non, tout dépend si elle était dans le boîtier ou pas. Si elle n'est pas dans le boîtier, non. Si elle était dans le boîtier, oui, pas besoin. Des fois, c'est juste la colle. Des fois, c'est juste la colle, il faut remettre. Si, mais on la remet. Ça dépend si c'est le même jour, on n'a pas besoin de faire la bracha. Si c'est pas le même jour, non. Si tu t'es pas rendu compte, si c'est tombé, tu passes à un autre jour. Si tu as loué une maison, par exemple, pour 1 an, 2 ans, peu importe, on va tout de suite voir c'est quoi le terme de fixe. Tu dois mettre la mezuzah, toi, et pas celui qui te l'a loué. Et donc, pourquoi? Parce que la mezuzah, le devoir, c'est sur celui qui habite dans la maison maintenant. D'après la halakha, c'est chovat adar, le devoir de celui qui habite dans la maison. Qu'est-ce qui est considéré une habitation fixe? À partir de quand tu dois mettre une mezuzah? Quand tu as loué une maison, à partir de 30 jours et plus. La halakha considère, pareil, surtout en dehors d'Israël, d'après les Minak Chabad, on a l'habitude de mettre la mezuzah de suite, on fait la bracha le 30e jour. Pourquoi? Parce que considérer une habitation fixe. En Israël, la halakha elle est que quand tu loues une maison, tu dois mettre la mezuzah de suite, dès que tu rentres, parce que on comprend que ça va faire en sorte que les gens vont rester, ils ne vont pas partir plus tard. Maintenant, de toute façon, comme j'ai dit aujourd'hui pour Minak Chabad, on a dit que même en dehors d'Israël, on met la mezuzah de suite. La différence, c'est quand est-ce qu'on fait la bracha. En dehors d'Israël, on fait la bracha au 30e jour. C'est montré qu'il reste fixe. Donc, comme j'ai à chaque fois, les gens qui partent en vacances et qui louent une maison, peu importe où, cadre de ville, etc., pour 29 jours, tu ne fais pas de bracha. Tu ne veux pas de mezuzah non plus. Si tu loues pour 31 jours, tu dois faire la bracha. Mais tu dois mettre une mezuzah. Quand c'est terminé maintenant la location, disons que tu as loué pour 1 an ou 2 un appartement, tu n'as pas le droit d'enlever les mezuzot parce que tu fais honte à la mezuzah et tu peux même te mettre en danger, toi et ta famille.
On va tout de suite voir qui habite là-bas. Si tu vends ta maison, pareil, tu ne peux pas enlever les mezuzot. Tu dois les laisser là-bas. On dit, ou celui qui va prendre ta maison, si c'est un juif, il va te payer la valeur des mezuzot, ou bien tu peux laisser des mezuzot moins de valeur, etc. Si c'est pas un juif. Si c'est pas un juif, tu les enlèves. Il n'y a pas besoin de laisser les mezuzot par un non-juif. Là, on parle essentiellement dans un endroit où tu sais que c'est des juifs qui vont les reprendre. Si tu as une crainte que le mezuzot va être abîmé ou dégradé si elle reste dans la maison, par exemple, que l'habitant qui va rentrer c'est un non-juif, bien sûr que tu dois enlever les mezuzot quand tu sors de la maison. Shulchan Aruch, c'est 291. Celui qui va dans un hôtel ou qui dort dans un internat, comme un élève de yeshiva ou un élève de quoi que ce soit, il ne doit pas faire attention, il n'est pas obligé de s'assurer qu'il y a là-bas une mezuzah cachée. C'est là qu'on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui se passe dans les hôtels? Est-ce que quand tu vas dans un hôtel, est-ce que par exemple les mezuzot, ils ont été vérifiés récemment ou ils n'ont pas été vérifiés? Quand tu vas dans un hôtel, tu dois faire attention. Est-ce que tu as le devoir de faire attention qu'il y ait des mezuzot cachés à chaque porte? En deux mots, la même question qu'on a se pose pour les enfants qui dorment dans un internat, à la yeshiva, au séminaire ou quoi que ce soit. Qui a le devoir de s'assurer qu'il y a des bonnes mezuzot? La braïta dans la Gemara, Nachot, c'est tous les bois de mezuzot dans la Gemara, Nachot 44a te dit la phrase suivante. Adar be pundak, celui qui habite dans un pundak, c'est comme un hôtel, un motel, 30 jours les plateaux de mezuzah, à partir de plus de 30 jours, il doit mettre. Avala socher bait, celui qui loue une maison, tu loues un appartement, un Airbnb ou quoi que ce soit, Ose mezuzah le altar, tu dois mettre la mezuzah tout de suite. C'est comme ça, dit la halakha dans Shulchan Aruch, Siman 286. Alors, quelle différence dans ces termes, dar be pundak ou bien socher bait? Quelle différence entre les deux? Pundak, qui veut dire un motel, c'est un endroit qui n'est pas pour habiter régulièrement tout le temps, en général. Et Rashi te dit, chez l'animbo avrim veshanim, un motel sur l'autoroute ou quoi que ce soit, c'est un endroit que les passants, tu dors là-bas une nuit, deux nuits, etc. Et donc c'est momentané. Et donc jusqu'à 30 jours, c'est pas considéré mais comme Megurim, un endroit que tu vas habiter là-bas. Bait Sacho, une maison que tu as louée, c'est beaucoup plus fixe. En Israël, il y a le concept des Tzimmer, que tu as dans tout ce qui est dans tout ce qui est le nord, le Golan, etc. Des gens qui disent comme comment on appelle ça? Des maisons de campagne, ou quoi que ce soit. Et donc, tu dois mettre la mezuzah de suite. Donc, quand tu loues une chambre dans un hôtel, ou dans un endroit, comme je viens de dire, un Tzimmer, une maison de campagne, etc., c'est considéré comme tu es dans un motel. Et jusqu'à 30 jours, tu n'as pas le devoir de mettre une mezuzah, parce que tu es là-bas momentané. Par contre, quand tu habites dans un internat, comme on a dit, un élève de yeshiva ou quoi que ce soit, ou bien à l'université, que c'est comme si tu as loué une maison. C'est quelque chose de fixe, c'est là-bas pour l'année, tu vas là-bas pour quelques jours. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que tu as une autre question qui se pose, et beaucoup de poskim débattent sur la question d'un malade qui va à l'hôpital, qui est hospitalisé pour un long terme. Tu as des courts termes et tu as des longs termes. Est-ce qu'il doit mettre une mezuzah à la porte de sa chambre ou il ne doit pas mettre une mezuzah à la porte de sa chambre? Et la même question dans la prison. Alors on sait que dans les prisons on ne met pas, parce que c'est pas un endroit que tu veux être, même si tu es là-bas pour longtemps. La halakha, on te dit que puisque ça ne t'appartient pas, et tu n'as rien payé comme location à l'hôpital, c'est pas le tien ni quoi que ce soit, ça ressemble plus à un invité qui est invité quelque part dans une maison privée. Et donc, tu n'as pas besoin de mettre une mezuzah à l'hôpital. Revenons à l'hôtel. Maintenant, ça se peut qu'on doit imaginer le fait que tu as payé la chambre d'hôtel, tu n'as pas payé, ça ne t'appartient pas à la chambre. Tu as payé la permission de pouvoir dormir et de rester dans la pièce. Mais la chambre, ce n'est pas la tienne. En deux mots, s'il y a un incendie, s'il y a quoi que ce soit, ce n'est pas à toi qui... Et par exemple, tout ce qu'il y a comme les lits, les objets qu'il y a dans la chambre, ça appartient au patron d'hôtel. Le nettoyage de la chambre, c'est pas toi qui es responsable, c'est l'hôtel. Et donc, mettre une mezuzah dans l'hôtel, c'est sur les patrons, les responsables de l'hôtel, et pas sur les invités. Comme ça, c'est Shut Ma'asha Yeredeh à Siman 122. Revenons aux internats que tu as dans tout ce qui sont pour les élèves, les étudiants, etc. On te dit que puisque, pareil, les invités, les étudiants sont considérés comme des invités, qu'ils ont le droit de dormir dans l'internat, mais ça ne leur appartient pas, tout ce qu'il y a là-bas. La chambre ne leur appartient pas, donc c'est le devoir. La preuve, c'est que le dirigeant de l'établissement, il peut très bien transférer les élèves d'un endroit à l'autre, et dire tu vas dans telle chambre ou dans telle chambre. Donc le devoir de mettre la mezuzah, c'est sur les dirigeants de l'établissement, et pas sur les élèves, que chacun doit mettre son mezuzah, son internat, etc. Ok, la suite. Ça, c'est par rapport à la trace. Continue maintenant le deuxième chapitre qui est où il faut mettre la mezuzah. Comment je détermine l'endroit? Dans le verset, c'est écrit Urtaftam la mezuzot beitecha, tu devras les mettre sur les portes de ta maison. Donc là, on apprend une règle. Kol makom chez Mugdar Bait, n'importe quel endroit qui est considéré comme une maison, on va voir la nuance, c'est important par rapport au commerce, etc. Tu dois mettre une mezuzah. Mais il y a énormément de détails, de critères qui fixent quelle chambre dans la maison doit mettre une mezuzah. Mais tout de suite, les détails. La condition numéro 1, ça doit être fait l'imgoré Adam, pour qu'un être humain puisse vivre là-bas. La Torah, elle te dit que n'importe quel endroit qu'un être humain, un homme vit là-bas, c'est appelé Bait, c'est appelé une maison. Maintenant,
un endroit qui a plusieurs chambres, chaque chambre va devoir une mezuzah. C'est pas seulement la porte d'entrée principale de la maison. Une mirpeset, qui est un balcon, doit aussi avoir une mezuzah. Pourquoi? Parce que c'est considéré une des chambres de la maison. Chovat Hadar, chapitre 2. Mais pas toutes les chambres, cheder megurim, pas toutes les autres chambres dans lesquelles on habite, c'est considéré une bait. Il y a plusieurs conditions. Il y a deux grosses majeures, on va dire deux gros thèmes majeurs qu'on va voir, dirat kava et dirat kavod. Dirat kava veut dire une habitation fixe, dirat kavod veut dire un endroit qui est plus par respect à l'humain. Pourquoi ça veut dire un endroit mechoubad, un endroit honoré? Par exemple, le Shulchan Aruch te dit un endroit qui n'est pas fait pour quelque chose d'honneur comme les toilettes, salle de bain ou le local des poubelles. On ne met pas de mezuzah là-bas. Ça, c'est Shulchan Aruch, Siman 286. Chambre où il y a les machines à laver, balcon, et n'importe quelle chambre de rangement ou quoi que ce soit, c'est considéré dirat kavod, il faut mettre une mezuzah. Ça, c'est Shut Shevet Kehati, Siman 296. Un endroit qui est une chambre qui est faite juste pour changer les bébés, ou bien que les enfants vont faire là-bas leurs besoins de temps en temps. Néanmoins, c'est considéré dirat kavod, on doit mettre une mezuzah, parce que c'est pas une toilette. Mais il faut s'assurer que le boîtier de la mezuzah ne soit pas transparent. Pourquoi? Pour pas que ça soit considéré comme une honte à la mezuzah. Une porte qui est associée aux toilettes et à une autre chambre qu'on doit mettre une mezuzah. On ne met pas dedans une mezuzah, on a ce problème que je vois régulièrement. Ensuite, chez Betalevi, ceux qui dorment dans des chambres avec des suites, on appelle ça, et qu'il n'y a pas de séparation entre les toilettes, je ne parle pas de la salle de bain et les toilettes, avec la chambre à coucher parentale. S'il n'y a pas de séparation, c'est considéré un grand toilette, puisqu'il n'y a pas de séparation, automatiquement, on ne peut pas mettre une mezuzah là-bas. La deuxième condition qu'on a dit, c'est la première condition dirat kavod. Deuxième condition qu'on a dit, c'est que ça doit être dirat kava. Qu'est-ce que ça veut dire dirat kava? Que ce soit une habitation fixe et pas temporaire. C'est pour ça qu'une souka, on ne met pas de mezuzah, parce qu'une souka n'est pas fixe, c'est temporaire. N'importe quelle structure, comme une tente que tu fais pour une grande fête ou quoi que ce soit, plastique ou peu importe, que tu mets pour quelques jours, mais après tu vas le démonter, que cette tente, cette structure n'est pas fixe, ou bien qu'elle est peut-être fixe, mais tu ne l'utilises pas régulièrement. Par exemple, tu as des fois des maisonnettes que tu vas utiliser pour pour une exposition de l'automne, l'hiver ou quoi que ce soit, ou bien un conteneur que tu as mis ça dans un endroit pour pouvoir mettre là-bas, stocker des choses pour un certain temps, c'est pas toi de mezuzah, parce que c'est pas quelque chose dans lequel tu vis ou tu habites à l'intérieur. Une pergola, c'est ce qu'on appelle aussi comme une véranda, que tu démontes pas. Bien sûr, tu dois mettre une mezuzah parce que c'est ce qu'on appelle dirat kava, une habitation fixe. Troisième condition, la surface de la chambre. Troisième condition, c'est que la surface ne doit pas être trop petite. Les mesures minimales de la pièce qui t'oblige à mettre une mezuzah, ce qu'on a l'habitude de dire à chaque fois, c'est 4 amot sur 4 amot. Dans les termes d'aujourd'hui, 1m92 sur 1m92. Shulchan Aruch, Siman, le même Shulchan Aruch, Siman 283, etc. Maintenant, si la pièce, elle est étroite et longue, et il n'y a pas ce qu'on a dit 1,82 sur 1,92, mais tu as 3,68 mètres carrés, il y a un doute s'il faut mettre une mezuzah, c'est pour ça qu'on met sans bracha, parce qu'on a un doute s'il faut mettre. Quand c'est carré, on dit en général 2 sur 2, là c'est la vie 1,82 sur 1,92. Si c'est pas carré, on met sans bracha. Il y en a qui te disent que la condition de la superficie de la pièce, c'est seulement par rapport à la chambre principale. Mais les chambres de côté, qu'ils servent pour leur objet, par exemple un KGB ou quoi que ce soit, je ne prends pas la tête. Même s'ils sont plus petits, on a le devoir de mettre une mezuzah. D'après la différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim, pour les Ashkenazim, on mettra une mezuzah sans bracha. Pour les Sfaradim, on n'a pas besoin de mettre une mezuzah. C'est la différence qu'il y a entre les deux. C'est pour ça que, par exemple, quand tu as un dépôt, un garage, tu dois mettre une mezuzah. Pour les Sfaradim, on met une mezuzah dans ces endroits-là sans bracha. Ça, c'est la différence entre Ashkenaz et Sfaradim. En ce moment, en Israël, on parle beaucoup des miklatim, mamadim, etc. Tout ce qui sont ces abris, pas des abris de jardin, mais des abris pour les bombes ou les missiles, qui est utilisé en général que pour des temps d'urgence et pas pour d'autres choses, ou bien pour stocker des choses. On n'a pas besoin de mettre une mezuzah. Et après, tu as plusieurs autres endroits qui sont faits pour stocker et garder des choses, mais qui ne sont pas faits pour habiter. Par exemple, on a ce qu'on appelle cheder kirour, chambre froide, ou un conteneur, ou bien un dépôt en plastique dans on appelle ça dans la cour. On n'a pas besoin de mettre une mezuzah. Le mot bisharecha, ça c'est numéro 1. Donc ça, c'était les 3 conditions qu'on a pour savoir où on met une mezuzah.
Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui sont les portails, les entrées, les portes? En fait, la Torah te dit au Bisharecha, dans vos portails, on apprend que toutes les portes, on a le devoir de mettre une mezuzah. La porte de la cour, la porte des escaliers d'un bâtiment commun, où on a plusieurs habitants dans le bâtiment, on doit mettre une mezuzah. Pourquoi? Parce qu'à travers ces endroits, on rentre pour pouvoir entrer dans les différents appartements et les différentes maisons. Bien sûr, on parle quand des Juifs habitent là-bas. En règle générale, qui doit payer la mezuzah de la porte d'entrée du bâtiment ou la porte d'entrée des escaliers? Tous les voisins qui habitent, ils doivent participer, ou directement ou à travers la copropriété. Maintenant, s'ils ne sont pas prêts de participer, tu es obligé d'acheter de ton propre argent et de fixer la mezuzah à la porte. Et dans tout ce qui va amener jusqu'à ton appartement, malheureusement on voit ça en Israël, avec beaucoup d'appartements ou de bâtiments où c'est un mixte entre des juifs religieux ou non religieux, et certains ne veulent pas payer pour une mezuzah quoi que ce soit. Toi, tu as le droit d'avoir ta mezuzah. Quand tu as plusieurs chambres qui sont ouvertes l'une à l'intérieur de l'autre, et seulement la pièce principale a les conditions préalables qu'on a dit tout à l'heure pour avoir une mezuzah, ils ont tous le devoir d'avoir la mezuzah avant. Et ça arrive régulièrement dans les maisons que tu as une porte qui va vers un couloir, qui va vers l'autre couloir, jusqu'à ce que tu arrives à la chambre. Mais quand tu calcules juste cet endroit de cette porte à ce couloir, il n'y a pas forcément 2 sur 2. Mais au final, c'est une porte qui t'amène vers la porte principale. On doit tous mettre une mezuzah. Et donc, quand tu as un long couloir, tu dois mettre la mezuzah. Si t'amène vers la chambre, que tu dois mettre une mezuzah. D'après les Sfaradim, si la chambre extérieure est plus petite que 2 sur 2, on met une mezuzah sans bracha. On a toujours ce critère. Mais en tout cas, on doit mettre. Dire qu'on peut mettre, on doit mettre. On met sans bracha, ça c'est la distinction. Donc qu'est-ce qu'on fait en général? Puisque dans les maisons, il n'y a pas une maison où tu n'as pas un endroit où, par exemple, on va voir après s'il n'y a pas de porte aussi, on met sans bracha. Dans chaque maison, il y a des endroits où on met sans bracha. Ce qu'on fait. De mettre sans bracha. Parce que dans le doute. Parce que d'abord, pourquoi on fait sans bracha? Parce que tu vas faire une bracha, si c'est une bracha de batala. Donc on met, parce qu'il faut avoir la protection, mais sans bracha. Donc, l'idéal, c'est toujours de faire quoi? De faire la bracha sur les endroits qu'on est sûr, la porte d'entrée, la porte principale, la porte du salon, quand il y a une porte, etc. Et après, on pose dans tout le reste. Quand les gens qui parlent, c'est différent. D'accord? Maintenant, cette règle? C'est une règle qui est aussi au sens inverse, qui veut dire une chambre qui est utilisée comme une entrée ou comme un couloir pour une autre chambre que tu n'as pas besoin de mettre une mezuzah, cette chambre-là aussi, tu n'as pas besoin de mettre une mezuzah. Et donc, on a ça régulièrement avec l'antichambre des toilettes. Des fois, avant d'arriver aux toilettes, tu as par exemple une chambre avec un évier, et après tu as une autre porte pour les toilettes. Puisque cette chambre t'emmène vers les toilettes, donc tu ne veux pas dire non, mais cette chambre elle a 2 mètres sur 2, donc je dois mettre parce qu'il y a un évier, et les toilettes je ne mettrai pas. Non, cette porte elle est faite pour les toilettes. On ne met pas pour les toilettes, on ne met pas là-bas non plus. À part si là-bas il y a des amants, on va tout de suite voir. Ou bien par exemple, si c'est comme j'ai dit un évier ou quoi que ce soit. Ou bien si c'est un endroit qui est fait juste pour se laver la figure, se laver les dents. Une chambre qui a une salle de bain intégrée. Ah, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, si c'est une chambre, donc ça c'est quand tu parles d'une chambre qui est pour les toilettes, mais si c'est une chambre où il y a un évier, où tu te laves les mains, où tu te laves la figure, où tu te laves les dents, c'est considéré cheder megurim, un endroit où tu peux habiter, tu es chayav de mezuzah, si c'est plus que 2 mètres sur 2 carrés. Ça demain va tout de suite arriver. Un endroit qui n'est pas fait ni pour habiter, ni pour stocker des choses. Mais tu es là-bas la majorité de la journée, comme un bureau et commerce. Il y a un doute, est-ce qu'on peut considérer ça comme megurim ou pas? Et c'est pour ça que des bureaux, magasins, commerce, entreprise, école, bâtiment public, on met une mezuzah sans bracha. Ça, c'est d'après le Shulchan Aruch, Chovat Hadar, etc. Sauf, et certains te diront, puisque aujourd'hui dans ces endroits-là on mange, et parfois les gens même ils prennent la sieste et ils dorment, donc il n'y a pas de différence avec la maison, pour ça qu'on fait une bracha. Et là, c'est la différence encore une fois, Ashkenaz c'est faire. Un Beit HaMidrash, c'est la même chose. Que tu apprends du matin jusqu'au soir, on met une mezuzah sans bracha, parce que tu ne vis pas là-bas. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui tu manges, tu bois, il y a des cafés, gâteaux, etc., des fois des repas entiers. Une choule qui a que des offices et des shiurim, on ne met pas de mezuzah. C'est quand il n'y a que des offices et des shiurim, ce qui n'est presque rarement le cas aujourd'hui, puisque dans la majorité des synagogues, on a l'habitude de faire des kiddushim, on a l'habitude de faire des soudot, on a peut-être fait des autres choses, etc. Et si on met une mezuzah, on va tout voir les détails, on ne fait pas la bracha. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'endroits, en Israël, on a vu ça dans les kibbutzim, on voit ça dans beaucoup d'endroits, et même aujourd'hui en France et partout, où tu as qu'on appelle ça des postes gardiens avec des chambres pour les gardiens qui sont là à l'entrée des bâtiments, pour qu'ils sont là, ils passent toute la journée. Si tu as un doute, est-ce que c'est considéré comme un beit dira ou pas, on met une mezuzah sans bracha. C'est un bureau quoi. Oui, alors tout dépend de la taille, etc. Mais encore une fois, on mettra sans bracha parce que c'est pas vraiment l'endroit où tu habites. Je ne veux pas dire qu'ils mangent et ils font tout là-bas, ils dorment là-bas. Oui, on met, bien sûr. Avec moi. Oui, parce qu'encore une fois, on mange, on fait beaucoup d'autres choses, comme j'ai dit. Pas l'endroit que tu manges pas. Mais à partir du moment où, si c'est juste un bureau où tu travailles, tu fais rien d'autre, mais la réalité c'est que c'est faux de dire ça, parce qu'aujourd'hui dans les bureaux, les gens font la sieste, ils mangent, et tu fais beaucoup de choses, c'est ce que j'ai dit. Donc il n'y a pas de différence avec une maison. Oui, maintenant,
il y a une marquette, il y a un débat par rapport à l'endroit que tu as des juifs et des non-juifs qui habitent là-bas ensemble. Est-ce qu'il faut mettre une mezuzah? Pour les Ashkenazes, on ne met pas de mezuzah. Ça, c'est le Shulchan Aruch, Ramos, c'est 286. Pour les Sfaradim, tu mets une mezuzah sans bracha. Ça arrive beaucoup de fois dans des bureaux où quelqu'un te dit c'est un bureau qu'on partage à deux. Il y a un juif et un non-juif à l'intérieur. Jusqu'à présent, on a parlé des chambres dans lesquelles on doit mettre une mezuzah. Maintenant, on va voir les chambres qu'on a le devoir de mettre une mezuzah. C'est seulement s'ils ont une porte qui les rend obligatoire de mettre une mezuzah. Et dans ça même, il y a plusieurs conditions et plusieurs critères. Mais avant de passer à ça, passons à d'autres choses. Caravane, yacht et beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'on a le droit de mettre une mezuzah? Et comme on a vu à la synagogue. Dans la cour, on a vu aussi, c'est une question que beaucoup de gens demandent. Aujourd'hui, tu as beaucoup de cours, par exemple. On voit ça dans Paris, en tout cas dans les anciens bâtiments, où tu as des cours que tu rentres à un portail, il y a comme des briques en rouge dessus, etc. sur le portail. Bref, que ça fait de... Mais après, il n'y a pas de maison derrière. C'est une grande cour, c'est un jardin. Donc, qu'est-ce que tu protèges exactement? Le verset te dit « Taftam ha-mezuzah beitecha uvisharecha » Attention. Dans le balcon, on met, mais dans le sens de la... Tout d'un coup, exactement, parce que le balcon, tu veux protéger la maison. Les Chachamim te disent, dans la Gemara Yoma, page 11, les rabot, sha'arei chatzerot, inclus pour les portes des cours, sha'arei mevoot, sha'arei ayarot et sha'arei medinot. Tu vas en Israël, quand tu vas vers Jérusalem, tu as toutes les portes. Tu as Sha'araga et tu as Sha'arayafo, tu as tous ces grands anciens portails. Il n'y a pas de maison derrière. Mais la halakha te dit clairement, toutes ces portes de ville, ces portes de village, etc. Mais c'est ce qu'il faut mettre. Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a un chiyuv mezuzah, une obligation de mettre une mezuzah sur les cours, ou bien que les cours, on doit mettre une mezuzah parce que c'est comme un entrée pour entrer vers la maison. Et il y a deux différences. Ça, ce qu'on appelle les cours arrière, que la porte de la cour t'emmène vers la maison. En deux mots, la cour elle-même n'a pas d'autre porte. Et c'est les portes les gonds de la porte qui s'ouvrent de la maison vers la cour, comme tu as des fois à l'arrière d'un pavillon, que tu as des portes qui vont vers le jardin. Et donc, au final, la porte, c'est clairement une porte qui t'emmène de la maison vers le jardin. Si tu dis que la cour doit être protégée avec une mezuzah, bien sûr que cette porte doit être protégée. Mais si tu dis que la cour doit être protégée avec une mezuzah, pourquoi? Parce que c'est pour rentrer vers la maison. La porte arrière n'est pas pour rentrer vers la maison, parce que tu rentres de nulle part, tout est fermé, il y a des arbres, il y a des grillages, il n'y a rien où rentrer, c'est juste pour aller de la maison vers la cour. Donc, ce ne serait pas trop de mezuzah. Dans la Rishonim, on a ce débat. Le Roche te dit qu'une maison, un endroit qui n'a pas de toit, on ne met pas de mezuzah. Et c'est là le débat par rapport au balcon. Alors, ils te disent, mais si c'est comme ça, on voit que même une cour a devoir d'avoir une mezuzah. Tu peux avoir des cours pas forcément d'école, mais tu peux avoir des cours qui sont en moitié couverts. C'est qu'on va arriver tout de suite. C'est la même chose avec les balcons, c'est le même concept. Le même concept que tu as. Quand tu as un balcon sans toit ou avec toi, on va tout de suite voir de quel côté on doit mettre la mezuzah. Et donc, on te dit que même une cour devrait mettre une mezuzah parce que, alors comment ça se fait qu'une maison sans toit est moins importante qu'une cour? Et donc, le Roche te dit que la cour a le devoir de mettre une mezuzah. Et tiens, que c'est pas parce que je mets parce que c'est un entrée pour la maison, parce que la cour doit mettre une mezuzah. Le Rambam te dit que non. Pourquoi les cours devraient avoir une mezuzah? Parce que les maisons, ils ont le devoir d'avoir une mezuzah et ils sont ouvertes à l'intérieur de la cour. Donc, on dit, moi, c'est le fait qu'il y a une maison qui fait que je dois mettre une mezuzah à la cour. Mais s'il n'y a pas de maison, je ne suis pas censé mettre une mezuzah. Le devoir de la mezuzah, c'est sur la maison, pas sur la cour. Qu'est-ce qu'elle dit la halakha? La halakha, on est mahmir comme les deux avis. Et voilà la raison pourquoi on met une mezuzah. D'un côté, le Bet Yosef, dans le Siman 289, t'amènes le Maharil, qui te dit que la porte arrière de la maison, il faut mettre une mezuzah. Pourquoi? Parce que la cour, elle est chayav de mezuzah. Et c'est la raison pour laquelle on met une mezuzah à la porte arrière de la cour et pour le balcon. Ce qu'on a l'habitude de faire. De l'autre côté, Shulchan Aruch, il te dit dans le Siman 286 Seif 7 que la porte du jardin est pas de mezuzah. Maintenant, si à travers le jardin tu rentres dans la maison, tu es chayav, tu devrais être une mezuzah. Ça veut dire que même un endroit qu'en soi-même n'aurait pas dû avoir une mezuzah, puisqu'il t'emmène vers la maison, il faut mettre. Et donc la réponse elle est, on met. Après, il faudra débattre de quel côté on met. Et là, on va rentrer dans les détails juste après. Ferme et poulailler, ça ne nous concerne pas, parce que je pense pas qu'aujourd'hui les gens ils ont des fermes et poulaillers, mais concrètement, on met pas, on doit mettre s'il n'y a pas beaucoup de saleté, etc. Pourquoi? Parce que tu as les bureaux, etc. Mais c'est vrai que si c'est juste pour tout ce qui est aujourd'hui industriel, bref, on ne met pas parce que c'est pas pour l'humain, mais dans les bureaux, etc., on devrait mettre. Vous voyez tout à l'heure une caravane, tu as beaucoup de gens qui ont des camping-cars ou des yachts. Est-ce qu'on doit mettre une mezuzah ou pas? A priori, une caravane c'est considéré comme Bait Nayad, qui veut dire une maison qui bouge, une maison mobile. Je peux demander aussi par rapport à celui qui a un yacht, et que là-bas tu as beaucoup de champs pour vivre à l'intérieur, est-ce que tu dois mettre une mezuzah ou pas?
Viens le Shulshut Minchat Yitzhak, Siman 82, et il t'explique la question de manière suivante. Dans le Shulchan Aruch, Siman 286, on te dit que la soukha de Sukkot et la maison qu'il y a sur le bateau sont patours. De là, on voit que quoi? On l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui rend le devoir de mettre une mezuzah? C'est parce que c'est pas une maison fixe, c'est une maison momentanée. Mais ça même, tu peux stocker de deux manières. Quel est le problème d'une maison qui est temporaire, pas une maison fixe? Une problématique, c'est de dire que quelque chose de temporaire, le bâtiment n'est pas stable. C'est quelque chose qui est, bref, en tente, en toile ou quoi que ce soit. Ça bouge. Et la deuxième chose qui dit qu'il n'est pas fait pour vivre de manière fixe. C'est juste parce que c'est Sukkot ou juste pour le temps que je suis en croisière dans le bateau. La différence entre les deux avis, ce sera ici pareil la même chose. Quand est-ce que tu vis dans la caravane? En général, pas quand il roule. Tu vis dans la caravane quand il est en stationnement. Et donc, l'endroit de vivre dans la caravane est temporaire. Il est juste pendant le moment du voyage. Et donc, pareil, pourquoi on veut que la Gemara a associé la maison qui est sur le bateau ensemble avec la soukha? Parce que le problème n'est pas parce que la construction, elle est banale, mais parce que combien de temps tu vis à l'intérieur. La soukha, c'est pas forcément une toile. La soukha, ça peut être en briques, ça peut être en métal, ça peut être quelque chose de solide. Le problème, il est que tu vis là-bas seulement une semaine, pas plus. D'après ça, les chambres que tu as dans une croisière ou dans un bateau qui sont faits pour voyager sont pas de mezuzah. Par contre, la chambre du capitaine du bateau et la chambre de tous ceux qui dirigent le bateau, qui vivent là-bas en permanence, à ce moment-là, bien sûr, on doit dire qu'ils sont khayab de mezuzah. Ça, c'est ce qui est écrit. Pourquoi c'est pas comme un hôtel? Exactement. Un bateau de croisière. Alors, un bateau de croisière, là on parle d'un bateau, on parle d'une maison qui est sur un bateau. Oui, un bateau de croisière. Ça devrait être il n'y a aucune différence, c'est un hôtel flottant, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Là, on parle d'un bateau normal. Celui qui a un yacht et qui vit là-bas de temps en temps, il devrait mettre une mezuzah à n'importe quelle chambre qu'il y a dans le bateau, comme tu as pour la croisière. Et donc, pareil ici, une caravane, un mobil-homme n'a pas besoin d'avoir une mezuzah, parce que c'est fait pour se promener. Quelqu'un qui n'a pas de maison et qui a la place et a acheté une caravane pour vivre à l'intérieur, comme ça arrive beaucoup de gens, et qui vit dedans de manière fixe, il doit mettre une mezuzah. La réalité, c'est que la halakha, elle n'est pas tranchée de manière sûre, et c'est pour ça que même si on doit mettre une mezuzah, on met sans bracha, parce qu'on a un doute. Revenons à la synagogue. La braïta de la Gemara, elle te dit, la Gemara Yom à page 11, Bet Knesset Sheshba, Bet Dira, là on revient sur la dit tout à l'heure, une shul, une synagogue dans laquelle tu as une habitation, comme un appartement ou un endroit pour vivre pour le chazan ou le shamash, doit mettre une mezuzah, chez Ein Bet Dira, et s'il n'y a pas là-bas une habitation, si ce n'est pas un endroit qui est fait pour vivre, Rabbi Meir il dit qu'il faut mettre, Chachamim ils disent qu'on n'a pas besoin de mettre. C'est-à-dire que d'après les Chachamim, quand est-ce qu'on met une mezuzah dans une maison? Seulement s'il y a là-bas un appartement, s'il faut vivre dedans. Mais des maisons qui ne sont pas faites pour vivre, des endroits qui ne sont pas faits pour vivre à l'intérieur, comme une shul, une synagogue, on ne met pas de mezuzah. De la Gemara, on comprend que c'est comme Chachamim, que les Chachamim ils ont raison. Néanmoins, dans les Yerushalmi, on te dit que la mezuzah, où on la met, on la va voir plus tard, 2 tiers, 1 tiers, etc. Et on t'explique, on commence à débattre la hauteur des portails des shul. Donc le débat, il est qu'à l'époque, on avait l'habitude de mettre une mezuzah dans le Beth Midrash. Et comme ça dit le Roche, par exemple, que dans la synagogue du Maharam de Rothenburg, il y avait une mezuzah, et il a dit que quand il dormait l'après-midi, il ne dormait pas de manière tranquille jusqu'à qu'il a mis une mezuzah à la porte, parce que les gens ils font des fois la sieste. Le Shach, dans le Shulchan Aruch, te dit qu'une shul, une synagogue à l'époque, ne mettait pas une mezuzah parce que c'est pas un Beit Dira, c'est pas un endroit où on vit à l'intérieur. Le débat, c'est sur un Beit Midrash. C'est quoi un Beit Midrash? On assis, on apprend toute la journée, ça ressemble à une maison. Vient la halacha, vient le Beit Yosef. Le Beit Yosef, Siman 286, c'est-à-dire on met une mezuzah dans un Beit Midrash qui irait Elokim Yatzayet Kula. Parce que celui qui craint Dieu veut se rendre quitte pour tout le monde, et comme ça tranche aussi le Shulchan Aruch, c'est Yud. La halacha aujourd'hui te dit qu'on met une mezuzah même dans les synagogues, parce que la majorité des synagogues, toutes les synagogues sont comme un Beit Midrash. Mais Karadine, comme j'ai dit, d'après la halacha pure, si tu demandes c'est quoi la règle, synagogue qui a que des shiurim, et c'est pas fixe pour prendre toute la journée comme un Beit Midrash, on met pas de mezuzah, donc si on met, on mettra sans bracha. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui c'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, 80%, je sais pas, je connais pas une synagogue, aujourd'hui on mange pas à l'intérieur, où tu as pas des gens où ils vivent, etc., etc. D'accord? Ça c'était par rapport, combien de temps il nous reste? 10 minutes. Là, c'était par rapport, on a vu tout à l'heure les critères de la chambre, les critères de la pièce. Maintenant, est-ce qu'il faut une porte ou pas de porte? Est-ce qu'on met forcément où il y a une porte? Est-ce qu'il n'y a pas de porte? On met porte coulissante? Quelle hauteur? Si tu as, comme tu as les différents dessins que tu peux avoir ici aussi, si c'est des portes qui sont rondes, tu vas ici dans la page après ton avis. Regarde la carte de la chose suivante. La Torah te dit tu devras les mettre sur les poteaux de ta maison. Mais là, on apprend la halakha qui te dit la forme de la porte qui te donne l'obligation de mettre la mezuzah. Bait chayab mezuzah quand il a des mezuzot. Une maison, tu as le devoir de mettre une mezuzah quand tu as des poteaux. Ça veut dire quoi des poteaux? On dit très bien 2 poteaux et un linteau. Même la forme de la porte a ce qu'on appelle un minimum.
Pas longtemps, j'étais dans Paris, je suis parti mettre une mezuzah chez quelqu'un dans son bureau, et il y avait son bureau, je sais pas si c'est son bureau, oui, je crois que c'était son bureau, non, je crois que c'était une toilette. Bref, le bureau, il était très petit, tout ce que tu veux, et je lui dis, où sont les toilettes, et il me dit, monte dans les escaliers, c'était un vieux bâtiment dans, au milieu, deuxième arrondissement, je sais pas quoi, et dans les escaliers, ils ont fait comme une toute petite porte, que vraiment, je sais pas qui peut penser passer là-bas, et là-bas, ils ont fait les toilettes, parce qu'il n'y avait pas d'endroit de faire les toilettes dans les bureaux, etc. C'est une porte qui fait même pas, je sais pas, 60 de haut, sur, même pas 60 de là, quelqu'un normal ne rentre pas là, je suis rentré, mais c'est pas, alors ça, c'est la toilette, on met pas, là, tu as les critères minimaux que tu dois avoir pour la porte. D'abord, les poteaux des côtés doivent être au moins 80 cm, comme on dit à chaque fois, à Sarat Fahim. Et au moins d'avoir 32 cm de largeur d'ouverture. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a une porte de moins de 32 cm, à part qu'on appelle ça un placard, et même ça, tu peux rentrer dans 32 cm. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai vu de 60, 70 c'est déjà plus ou moins courant, 80 c'est la norme, 90 c'est très grand. 32 cm, ça n'existe pas. D'accord? Maintenant, continuons en te disant, même si comment on appelle ça, les linteaux sont pas séparés, comme tu as dans les photos du bas, c'est-à-dire que les poteaux se rejoignent en haut, il n'y a pas vraiment de linteau en haut, néanmoins, ça c'est considéré une porte d'après la halakha. En bas, Khaftet, il porte que tu as deux poteaux dans la hauteur qu'on a dit. Et au-dessus, tu as un linteau qui est comme, qui est pas équilibré, qui est pas droit, mais qui est comme un arc-en-ciel, c'est considéré comme une porte. Et si tu n'as pas des poteaux debout, mais toute la porte elle est tordue, à ce moment-là, on doit aussi mettre une mezuzah et tu vas calculer à partir de où on met la mezuzah dans l'espace de la porte qui est à 80 cm, pas plus haut. D'après les Ashkenaz, c'est considéré une porte normale, d'après les Sfaradim, c'est pas considéré une porte normale. Une porte que tu as dans l'amel, une porte que tu as les linteaux qui sont pas pour faire une porte, mais pour un autre but. On a ça régulièrement dans les salons où tu as ce qu'on appelle des poutres, des poutres porteuses, c'est dit comme ça, qui traversent tous les salons d'un endroit à l'autre. Une poutre, oui, des poutres qui ont été faites. C'est pas des demi-lunes qui sont faites pour la beauté ou quoi. Tu vois vraiment que c'est important, hein, qui a été fait pour tenir le balcon, parce qu'on a cassé une pièce, on a cassé un mur, on a voulu agrandir, et tu vois que c'est une poutre. Ça s'appelle pas un linteau d'une porte. C'est pas considéré une porte qui a des mezuzot, qui a un linteau. Si maintenant tu as rajouté dessus un linteau ou une décoration pour lui donner une forme de porte ou d'entrée, c'est considéré une porte qu'il faut mettre une mezuzot. D'après la halakha, il faut que tu aies deux linteaux des deux poteaux des deux côtés. Parce que c'est écrit mezuzot betecha. Mezuzot au pluriel. Et il y en a qui te disent que ça suffit que tu en as un du côté droit. Tu as les photos ici, par exemple, dans la deuxième image, où tu as un d'un côté, pas de l'autre. Ça arrive ça régulièrement aussi. Et c'est pour ça qu'une porte qui a seulement un poteau d'un côté, de l'autre côté, par exemple, c'est le mur qui continue, et qu'il n'y a pas de, comment on appelle ça, plein de linteaux, ça dépend de quel côté elle s'ouvre la porte. Si le linteau se trouve du côté gauche de l'entrée, on ne met pas de mezuzah, parce que la mezuzah doit être du côté droit. Si le linteau se trouve du côté droit, à ce moment-là, on met mezuzah sans bracha, encore une fois, parce qu'on n'a pas de poteau. Tu as ça régulièrement dans les escaliers, par exemple, qui montent. Ou des fois, tu as un mur avec une continuité, tu as un linteau juste au-dessus, mais tu n'as pas l'autre mur qui finit de l'autre côté. Certains te diront qu'il faut mettre ou pas. Tu as, par exemple, la dernière photo qui est aussi intéressante, quand les gens ils vont dans les combles, il n'y a pas vraiment une porte, la porte elle est couchée, elle n'est pas droite, verticale. Elle n'est pas verticale, elle est horizontale. Les linteaux qu'on a parlé, c'est quoi qui doivent être verticales, et pas horizontales. La Torah te dit mezuzot. Donc là, par exemple, l'ouverture que tu as en bas, mais pas de mezuzah. Parce que c'est même si c'est une ouverture qui va vers une autre pièce, le fait que c'est couché, c'est pas debout, mais pas de mezuzah. C'est pour ça qu'une porte couchée, ou tu as ça en Amérique régulièrement, ceux qui vont dans les basements, qui descendent en bas, que tu ouvres comme de grands portails en fer, et tu descends pour aller, c'est pareil, c'est la porte vers l'endroit, mais c'est une porte couchée, on ne met pas. Ou tu as ça dans les combes régulièrement, tu vas ça dans les pavillons, comme on va voir dans la photo, puisque c'est couché, on ne met pas de mezuzah. Il y en a qui te disent que le fait que c'est écrit Uftaftam, al-mezuzot betecha v'sharecha, on apprend que seulement une porte qui a une porte, une ouverture qui a une porte, aurait une mezuzah. Il y en a qui disent non, on n'a pas besoin d'avoir une porte. Et c'est pour ça que la halakha te dit, quand j'ai pas de porte, tu mets une mezuzah sans bracha, pour se rendre quitte, prendre en compte les deux avis. Une porte dans laquelle tu vas mettre une porte, tu ne veux pas dire je mets la mezuzah, après, non, mets d'abord la porte, après tu mettras la mezuzah, pour s'assurer de faire la mitzvah, comme on dit, de manière sûre et pas de manière douteuse. Une porte que tu as l'obligation de mettre une mezuzah, c'est seulement une porte qui est faite pour entrer et sortir. Si c'est une porte secours, ou une porte qui est faite juste pour entrer des palettes, et qui est en général fermée, on ne met pas de mezuzah. Mais à chaque fois, il y a ce fait de neige, quand tu mets des mezuzahs quelque part, je mets une porte secours, je vais vous rentrer par là, il fait oui. Puis des fois, on sort le soir par l'arrière, on ne sort pas par l'avant, on ferme l'avant, on sort par l'arrière. Donc, ce n'est pas une porte secours. Le terme porte secours qu'on a aujourd'hui, c'est une porte qu'on utilise en général. C'est peut-être pas le personnel, mais en tout cas, les patrons, les responsables, parfois, ils sortent par l'arrière, donc c'est une porte normale. Une chambre qui a plusieurs portes, on doit mettre une mezuzah, parce que si on est habitué à rentrer et sortir même seulement par une porte, et même si elle est plus grande que les autres portes.
Terminons avec 2 points, qui est pourquoi, d'abord le Shulchan Aruch, Siman 10, vient et te dit, si dans une maison tu as plusieurs portes qui sont ouvertes à la cour, et c'est tous pour rentrer et sortir, on a tous le devoir de mettre la mezuzah. Mais il y a une question, qu'est-ce que tu fais avec des portes qui sont totalement fermées? Pas que tu n'as pas l'habitude de les utiliser, mais tu ne peux même pas rentrer et sortir, qui sont bloquées. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est écrit dans la Braïta, dans la Gemara, Baba Batra 12, par rapport à une habitation qui habite à plusieurs personnes, etc., que tout le temps que tu n'as pas déraciné, tout le temps que tu n'as pas enlevé les poteaux, on pense que tu vas l'ouvrir dans le futur. On peut dire la même chose dans la mezuzah, le Shulchan Aruch dit comme ça. Puisque dans n'importe quelle porte de la maison, tu dois mettre une mezuzah, même si aujourd'hui on ne rentre pas par là-bas, ça ne va rien aider le fait que tu ne veux pas le considérer comme porte, comme les gens des fois me disent j'ai mis un canapé devant. Ça ne veut rien dire, c'est pas ça qui fait que la porte n'est plus une porte. Parce que demain tu as du monde où tu pourras le rentrer et sortir. Quand est-ce qu'on considère que la porte n'est plus une porte? Quand tu l'as annulée en tant que porte, ou tu as mis 2 poteaux, tu as mis une planche de bois avec 2 clous, quelque chose que tu l'as totalement fermé, condamné la porte. C'est pas ça que tu as mis un carton devant, ou tu as mis, un canapé devant. C'est pas ça qui a fait que la porte du salon ou la porte-fenêtre n'est plus une porte. Ça c'est dans la Aruch HaShulchan. Dans les Grottes Moshe, il te dit que c'est pas une preuve qu'on a amenée de la Gemara, parce qu'il te dit comme ça, le langage de la Gemara, on te parle que c'est Bait Satum. Ça veut dire que c'est une porte qui est totalement bouchée, que tu ne peux pas rentrer ni sortir. Et donc, c'est pour ça qu'on considère que cette porte, elle n'est pas considérée bouchée si tu n'as pas enlevé les poteaux. Mais une chambre ou une maison qui a plusieurs portes et une porte qui a été fermée, cette porte, elle n'est pas considérée une porte, même si tu n'as pas enlevé les poteaux. Le fait que tu l'as totalement condamné, comme par exemple, tu as mis un congélateur dessus, quelque chose pareil, tu sais que tu n'as jamais passé devant. Pas forcément besoin de mettre. Pourquoi il faut avoir une porte, à la fin de ce qu'on parle aujourd'hui? Viens, Rambam te dit, d'une histoire qui est racontée dans la Gemara. Reish Galuta, il y avait le dirigeant des peuples juifs, de la communauté juive à Babylone, il a construit une maison, il a dit à Rav Nachman, viens me fixer les mezuzah dans un endroit qu'il faut mettre. Viens, Rav Nachman il a dit, mets d'abord la porte, et après je te mettrai les mezuzot. D'après Rambam, Rav Nachman il a fait savoir que le devoir de mettre la mezuzah, c'est seulement une fois qu'on a une porte dans la porte. Alors si c'est comme ça, quel est le problème de mettre une mezuzah avant d'avoir mis la porte? Et bien, une fois que tu as mis la porte, il y aura l'obligation de mettre la mezuzah. La porte aura déjà une mezuzah. Parce qu'il y a une règle dans la halakha qui te dit ta'aseh velo min ha'asui. Il faut faire les choses en ordre et pas en désordre. Et donc ça sert, tout le temps que tu n'as pas une porte qui t'oblige à mettre la mezuzah, t'oblige à mettre la mezuzah, ça ne sert à rien d'avoir mis la mezuzah là-bas. Une fois que tu auras mis la porte, tu devras mettre la mezuzah. Avec ça, on a fini le 2e cours sur le loi de mezuzah. La semaine prochaine, on verra si Dieu veut les détails de où fixer la mezuzah, quelle hauteur, quel côté, etc. Le cours en replay sur etora.fr. Que Dieu protège nos frères et sœurs en Israël et particulièrement nos soldats, qu'ils aient la grande, plus totale victoire. Que des bonnes nouvelles, Chodesh Tov, et à la semaine prochaine.